Bonjour, alors aujourd'hui ça sent un peu la fin des vacances, voilà, mais bon, on s'est bien amusé, on a fait du péadique, on a fait un peu de théorie de Kummer pour l'équation de Fermat, on a fait des petites choses coquines comme de la théorie de Galois, hein. Galois c'était quand même un galopin, hein, c'était le Rimbaud des maths. Et tout, bon. Et là maintenant, on sent qu'il est temps de se remettre en rang par deux et de rentrer. Alors, bon, je me disais, tiens, on va faire des petites révisions sur l'orthogonale. Alors, je parle de l'orthogonale non pas dans le sens de la dualité, mais bon, dans un espace muni d'une forme hermitienne. Là, on va se situer dans un espace de Hilbert. Bon, c'est le bon cadre hein, pour regarder l'orthogonale. Parce que ben il y a des surprises, mais pas trop. Voilà, juste ce qu'il faut pour le plaisir de prolonger les vacances. Et mais en même temps, bon, l'orthogonale, il y a quand même des choses assez bien. Alors on y va. On a H, un espace de Hilbert. Voici la forme hermitienne que je note comme ça. Je vais noter A et B des sous-espaces vectoriels de H. Donc ils ne sont pas forcément fermés, hein, voilà, mais c'est des sous-espaces vectoriels. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, bon, voilà. Hein. Qu'est-ce qu'on peut raconter sur l'orthogonale? Eh bien, d'abord que A est inclus dans A orthogonale. Ça, c'est évident, hein, parce que, bah oui, par définition, en fait, c'est finalement la symétrie hermitienne de la forme hermitienne, ici, qui donne ça, hein. A plus B orthogonale est égal à A orthogonale inter B orthogonale. Ça, c'est évident. Hein. Bah oui, parce que si on est orthogonal à A plus B, alors en particulier, on est orthogonal à A, puisque A est inclus dans A plus B. Et on est, de la même manière, orthogonal à B, donc on est dans l'intersection. Et si on est orthogonal à A et à B, alors par linéarité, hein, à gauche, on va dire, eh bien, on est orthogonal à A plus B. Donc là, on a l'égalité. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cette espèce de dissymétrie, c'est beaucoup plus difficile de montrer l'égalité ici que ici, disons dans un espace de dimension finie. Ce qui est facile, c'est de montrer l'inclusion. On a A orthogonal plus B orthogonal, donc on a un élément qui se décompose sous la forme de f plus g, alors avec f dans A orthogonal et g dans B orthogonal, eh bien évidemment, il va être orthogonal à tous les éléments de A inter B. Bah oui, toujours par cette linéarité. Mais pour la réciproque, ben, essayez de le faire dans le cas de la dimension finie. Là, elle fait appel à la notion de dimension. D'accord ? De la même manière qu'ici, la réciproque fait appel à la notion de dimension. Mais là, on est dans un Hilbert, rien ne nous dit qu'on est en dimension finie, hein, au contraire. Donc, ici, bah oui, les dimensions sont égales, donc on a égalité quand on est en dimension finie. Et là, quand on regarde la dimension, eh bien, on va appliquer la formule de Grassmann, on va avoir une intersection qui va venir, on va appliquer ça, on va appliquer le fait que la dimension de l'orthogonale, c'est la codimension, et on va tomber sur la bonne dimension. Et donc, on aura l'égalité. Mais c'est en dimension finie. Maintenant, en dimension quelconque, mais quand même dans un Hilbert, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors voilà. Ce qu'on peut dire, en général, c'est que le biorthogonal, en quelque sorte, c'est l'adhérence de A. Voilà. Et ce qu'on peut dire pour ça, donc voilà, c'était pour ça. Là maintenant, pour cette inclusion, si A et B sont fermés, alors l'orthogonale de l'intersection, c'est l'adhérence de la somme des orthogonaux. Voilà. En fait, pour partir d'un bon pied dans cette histoire, quand on veut démontrer toutes ces choses, il faut savoir, et ça on ne le démontrera pas, mais on va la rappeler, le théorème, vraiment le théorème du bon pied, on va dire, hein, que si C est un convexe fermé dans un Hilbert, d'accord, et que X appartient à ce Hilbert, alors il existe un unique P de X, que je vais appeler U, tel que, quel que soit petit c dans le convexe, X moins U, scalaire C moins U, est négatif. Ce que je représente
sur un dessin, d'accord? Voilà, le convexe, hein, on le voit, il est là-dessous, là, il est délimité par cette frontière. U, c'est cette projection, hein, P, vous avez compris, c'est pour la projection, hein, c'est cette projection de X sur le convexe fermé, et vous voyez bien que X moins U, représenté par ce vecteur, et C moins U, représenté par ce vecteur, eh bien, forment un angle de cosinus négatif, hein, donc vont avoir un produit scalaire négatif ici. Alors bien sûr, ce théorème utilise vraiment le fait qu'on est dans un Hilbert, c'est-à-dire d'une part évidemment qu'on dispose d'une forme hermitienne, mais aussi qu'on est dans un espace complet, parce que ce P de X est obtenu comme suite évidemment d'une suite de Cauchy, vous vous en doutez. Alors allons-y maintenant qu'on a admis ce théorème, le corollaire qu'on va démontrer, lui, et qui est important et qui va permettre de montrer ces propriétés-là. Si F est un sous-espace vectoriel fermé de H, alors F et F orthogonales sont en somme directe dans H. Bien. Alors prouvons le corollaire. Bon, évidemment, par les propriétés de la forme hermitienne, qui est définie positive, l'intersection de F et de son orthogonale est nulle. Maintenant, il faut pouvoir prendre un X dans H et le décomposer dans F plus F orthogonale. Eh bien oui. Si j'appelle P la projection sur le convexe fermé F, parce que F est fermé, et F c'est un espace vectoriel, donc c'est un convexe. Donc j'appelle P cette projection ici, qui est assurée par le théorème, eh bien j'ai X évidemment qui est égal à P de X plus X moins P de X. Eh bien maintenant, il faut montrer que X moins P de X et P de X sont orthogonaux, donc la forme, le produit scalaire est nul. Mais si je prends C égale 0, qui est bien dans F, eh bien j'ai X moins P de X, 0 moins P de X est négatif. Et si je prends C égale 2P de X, puisque F est un espace vectoriel et que P de X est dedans, 2P de X est dedans aussi, eh bien j'ai X moins P de X, scalaire 2P de X moins P de X est négatif. Donc ce qui fait que X moins P de X, scalaire P de X, est à la fois négatif et positif, donc il est nul, et on a gagné, on a notre somme directe. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Un corollaire du corollaire, c'est de dire que si F est fermé, alors F est égal à l'orthogonale de son orthogonale. Pourquoi? Eh bien, on a déjà évidemment une inclusion, hein, après ça, F est inclus dans son bi-orthogonal, mais maintenant, si X est dans le bi-orthogonal, alors je peux le décomposer d'après le corollaire en petit f plus petit g, avec petit f dans grand F et petit g dans l'orthogonale de grand F. Et quand je vais calculer le produit scalaire GG, ça fait XG moins FG. XG, ça fait 0, puisque X il est dans l'orthogonale de l'orthogonale, donc en particulier il est orthogonal à G. Et FG, ça fait 0, parce que F est dans grand F et G est dans l'orthogonale de grand F. Bien, donc ça fait 0 moins 0, ça fait 0. Donc ça veut dire que G est égal à 0. Et tout va bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que X est égal à F, et donc X en particulier appartient à grand F, et on a l'inclusion inverse de l'inclusion qu'on avait là, ce qui fait que F, tout sous-espace fermé, est égal à son bi-orthogonal, en quelque sorte. Et ça va nous aider maintenant pour montrer ceci. Bien, alors oui, évidemment. D'abord, c'est facile de voir que l'orthogonal d'un sous-espace, lui, c'est un fermé, même si le sous-espace n'est pas fermé. Regardez, l'orthogonal d'un sous-espace, c'est l'intersection des orthogonaux de X quand X parcourt A, mais l'orthogonal de X, c'est le noyau d'une certaine application linéaire, hein, qui a U associe le produit scalaire XU, qui est continu, donc ça c'est fermé, et l'intersection de fermé, c'est toujours fermé. Donc l'orthogonal de A, lui c'est un fermé. Ce qui va faire que quand j'écris A inclus dans son bi-orthogonal, le bi-orthogonal a fortiori il est fermé aussi, ce qui va faire que je vais pouvoir prendre l'adhérence de A tout en gardant
l'inclusion, donc l'adhérence de A, est inclus dans le bi-orthogonal. Maintenant, je veux montrer la réciproque, eh bien, je dis que A est inclus dans son adhérence, je prends le bi-orthogonal, donc comme l'orthogonal, ça renverse l'inclusion, le bi-orthogonal, ça respecte l'inclusion, donc ça veut dire que A bi-orthogonal est inclus dans l'adhérence de A bi-orthogonal, mais comme A bar est fermé, d'après ce qui précède, eh bien, c'est égal à A bar, ce bi-orthogonal. Ce qui veut dire que le bi-orthogonal est inclus dans l'adhérence de A, et donc on a l'égalité par double inclusion. Et maintenant, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir attaquer cette égalité. Regardez, elle est directe, hein, on va montrer l'égalité, même pas par une double inclusion. Regardez, vous prenez l'adhérence de A orthogonal plus B orthogonal, d'accord ? Donc, d'après ce qui précède, c'est A orthogonal plus B orthogonal, bi orthogonal. D'après cette égalité-là qu'on a démontré tout à l'heure, ça fait A orthogonal orthogonal inter B orthogonal orthogonal, le tout orthogonal. J'ai fait rentrer qu'un seul orthogonal. Et comme A et B sont fermés, eh bien, ça me fait A inter B orthogonal. Voilà. Alors, attention, maintenant, on va commencer les contre-exemples. D'accord ? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que on peut avoir ici une inclusion stricte ? Oui, forcément. Il suffit d'avoir un sous-espace non fermé. Bon. Ensuite, est-ce qu'on peut avoir une inclusion stricte ici ? Ben oui, même si A et B sont fermés. D'accord ? Il suffira d'avoir A et B fermés avec la somme de A orthogonal et B orthogonal non fermés. Bon, on va trouver ça. Et puis, on peut même trouver des A et B. On va prendre A non fermé, par exemple, et B fermé. Et cette égalité qui est fausse. D'accord ? On va regarder tout ça, vous allez voir, c'est quand même des contre-exemples assez fins, si vous en avez des plus jolis, des plus simples, des plus évidents, etc. Dites-le moi. On va regarder ça dans l'espace petit L2 des suites sur C. Voilà. Alors on y va pour quelques petits contre-exemples amusants. D'abord, on va prendre donc, comme je vous disais, l'espace de Hilbert des suites L2, donc ça va être des suites de C, avec la convergence au carré, comme ça, quadratique. Et bon, on va prendre pour S l'espace des suites à support fini, d'accord ? Donc il y a des zéros à partir d'un certain rang, que des zéros. Et S, bien sûr, est un sous-espace vectoriel de H, et bon, c'est assez clair qu'on peut toujours approcher un élément de H, puisque un élément de H, puisque cette suite converge, c'est-à-dire que les xn en particulier tendent vers 0, eh bien, tout élément de H est dans l'adhérence de S. Donc, vous avez ça. Alors donc, ça veut dire que quand vous allez regarder l'orthogonale de S, c'est S bar, donc c'est H. Bien. En particulier, si je prends encore l'orthogonale ici, bon, est-ce que c'était la peine ? Bon, ça m'amuse de le faire comme ça. Je prends l'orthogonale ici, H orthogonale c'est 0, et là j'ai l'orthogonale de l'orthogonale, mais déjà d'un fermé, d'accord ? Donc ici j'ai S orthogonale, je retrouve S orthogonale, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure ici, et ça fait 0. S orthogonale, c'est juste l'espace nul. Donc je vais pouvoir avoir mon contre-exemple à ça si A et B ne sont pas tous les deux fermés. Je vais prendre F en sous-espace, fermé ou pas, en tout cas quelconque. Tout ce que je veux, c'est que S inter F soit nul. Bon, par exemple, si vous prenez F, la droite engendrée par une suite géométrique de raisons non nulles, alors évidemment de raisons de modules strictement inférieurs à 1, pour que ça rentre dans H, bien, donc vous allez avoir S inter F égale 0, voilà. Donc, quand vous allez prendre l'orthogonale, ça va être H, évidemment. En revanche, quand vous allez prendre l'adhérence de S orthogonale plus F orthogonale, eh bien, qu'est-ce que ça va faire ? S orthogonale, ça fait 0. F orthogonale, donc l'adhérence de F orthogonale, et l'adhérence de F orthogonale, c'est F orthogonale. Bon, donc évidemment, c'est différent, parce que ici on a H, ici on a F orthogonale, et vous voyez que ici, F orthogonale, en général, n'est pas égal à H. Voilà.
dans l'exemple de notre suite géométrique, par exemple, de notre droite engendrée par cette suite géométrique, ce ne sera pas le cas, évidemment. Donc déjà, vous voyez un joli contre-exemple à ça, à cette égalité, si A et B ne sont pas tous les deux fermés. Et maintenant, je vais essayer de montrer un contre-exemple où cette inégalité, elle est stricte. Ben oui, parce que, en fait, ce qu'il faudra, c'est que A orthogonal plus B orthogonal ne soit pas fermé. Hein, dans ce cas-là, on aura une inégalité stricte. C'est pas évident, parce que si vous voulez, si vous avez deux sous-espaces de dimension finie, alors la somme, ça va être de dimension finie, et donc tout ça ce sera fermé. Pareil avec la codimension. Bon, donc il faut être quand même un petit peu fin. Alors regardez, ici on prend F, le sous-espace des suites telles que les termes pairs sont nuls. Bien. G, le sous-espace des suites telles que, donc que j'appelle Yn, tel que y2n plus 1 est égal à n fois y2n. Ces deux sous-espaces, évidemment, c'est fermé aussi, parce que ici, parce que bon, en quelque sorte, les formes linéaires de H, hein, donc dans C, qui a la suite xn, donne un xm particulier, donc on donne un rang m particulier, c'est des formes continues hein, dans le Hilbert, et donc là ici c'est des intersections de noyaux de formes continues, donc des intersections de fermées. Bien, donc f est fermé, g est fermé, c'est évident que f inter g est égal à 0, bon, bah oui, pourquoi? Bah oui, parce que si vous prenez x2n égale 0, alors forcément x2n plus 1 sera égal à 0 à cause de ça quand vous êtes dans f inter g, et vous aurez 0 à tous les coups. Bon, très bien. Maintenant, j'affirme que l'adhérence de f plus g, c'est égal à h. Pourquoi? Bah parce que f plus g contient S, l'espace des suites à support fini. Oui, je vais le démontrer. Bah, vous prenez une suite à support fini ici, vous voulez la décomposer dans f plus g, donc il faut résoudre des équations, mais en cascade, ça se résout bien. S0, ça fait 0 forcément, parce que ça c'est pair, plus Y0. S, donc Y0, c'est bon, on l'a. S1, ça fait X1 plus Y1, mais Y1, comme Y est dans G, ça fait 0 fois Y0, donc ça fait 0. Donc c'est bon, on a X1. S2, cette fois-ci, c'est 0 plus Y2. Donc c'est bon, on a Y2. S3, c'est X3 plus 1 fois Y2, d'après l'égalité qui est ici. Donc à partir du moment où on a Y2, du coup on en déduit X3, d'accord, etc., etc. Et en cascade, on a X et Y. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain rang? Si je m'arrête ici à Sm, et après c'est 0, je vais regarder ce qui se passe à partir de S2m. Pour S2m, j'ai 0 plus Y2m, donc ça veut dire que, comme S2m est égal à 0, ça veut dire que Y2m est égal à 0. Et je vais prendre S2m plus 1, qui est égal à 0 aussi, c'est égal à X2m plus 1 plus 0, d'après la relation de G, ici. Donc en fait, vous voyez qu'à partir d'un certain rang, X et Y sont nuls, donc X et Y sont à support fini. En particulier, comme ils sont à support fini, ils sont dans H. Parce qu'il faut quand même vérifier qu'on est dans l'espace L2 des suites. Bien, alors, donc ça veut dire que j'arrive à décomposer ma suite à support fini dans F plus G. Donc on a bien S qui est inclus dans F plus G. Très bien. Maintenant, il faut montrer que f plus g n'est pas égal à h. Donc je vais prendre la suite 1 sur n, d'accord? Donc 1 sur n qui est bien connu pour être dans L2, puisque la somme des 1 sur n2, ça fait pi 2 sur 6. Donc ça converge. Eh bien, je vais décomposer. J'ai donc 1 sur n égale xn plus yn, c'est ça ma condition. 1 sur 2n, donc du coup, va être égal à y2n, puisque x2n est égal à 0 par définition. Et 1 sur 2n plus 1, du coup, ça va être x2n plus 1, plus n fois y2n, donc 1 demi.
Voilà. Maintenant, je fais tendre n vers l'infini. Vous voyez que ici, vous allez avoir 0. yn ne tend pas vers 0 parce qu'on a les termes impairs qui tendent vers moins 1,5. Donc, on ne peut pas être dans L2, ce qui veut dire que finalement, on n'a pas réussi à décomposer cette suite-là dans f plus g. Donc, elle n'est pas dans f plus g, ce qui veut dire que f plus g bar est différent de f plus g. Maintenant, pour revenir à mon inégalité stricte avec a et b fermés, ici, avec a et b fermés, cette inégalité-là, hein, stricte, j'ai qu'à prendre a égale f orthogonale, b égale g orthogonale, et ça veut dire que a inter b orthogonale. D'après ça, c'est f, c'est a orthogonale, donc f, puisque f est fermé, plus b orthogonale, donc g, c'est l'adhérence, qui, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, contient strictement f plus g, qui est égal à a orthogonale plus b orthogonale. Voilà. Au passage, je remercie mon ami Bruno de m'avoir parlé un petit peu de ces choses-là pour la rentrée, et je lui souhaite, comme à vous tous, une bonne rentrée.